L'élément géopolitique et géostratégique majeur de ce début du XXIe siècle, c'est la relation entre Pékin et Moscou. Tout ce qui arrive aujourd'hui, c'était très préparé. Il n'y a pas de spontanéité. Mais la machine russe s'est mise en route. Ils sont très concrètement dans un modèle économie de guerre. Poutine, c'est un bismarckien. Il va raisonner en termes de continent, en termes de rapport de force. L'aspect tactique n'est pas très important, en fin de compte, dans le Donbass. C'est l'aspect politique fondamental. La Russie, elle est puissante parce qu'elle a une profondeur stratégique. Nous sommes, nous, Européens, la profondeur stratégique des Ukrainiens. Poutine a trouvé un axe de communication qui est mortel pour nous, Européens. On est enquistés dans un système. Je ne vois pas comment on va pouvoir y échapper. Nous, Français, on n'a pas vu cette espèce de détachement, de désamour ou de désinfluence qu'on avait en Afrique. On ne se dispute pas avec un chef d'État devant les caméras. Enfin, moi, ça me paraît incroyable. Ça, c'est pas un coup de canif. C'est une rafale de Kalachnikov dans le contrat. Dans quelques mois, ça fera 3 ans que le conflit entre la Russie et l'Ukraine a débuté, sans qu'on sache aujourd'hui comment il pourrait s'achever. Alors, qu'est-ce que cette guerre nous a appris de la Russie ? Qu'est-ce qu'elle nous a appris de son armée ? Qu'est-ce qu'elle nous a appris de Vladimir Poutine ? C'est en partie l'objet de ce livre du colonel Père de Jong, Poutine, Lord of War, publié aux éditions Mareuil. Bonjour colonel, enchanté. Bonjour. Et bienvenue chez Front Populaire. Alors, je rappelle aussi par ailleurs... Merci de recevoir au passage. Je vous en prie. Je rappelle par ailleurs que vous êtes cofondateur de l'Institut Thémis. J'ai oublié de le dire. Alors, pour commencer cet entretien, je voudrais qu'on parle tout simplement du conflit en Ukraine. Si vous pouviez nous dire assez rapidement où nous en sommes de cette guerre au moment où nous nous parlons. Alors c'est une guerre à étapes, évidemment. C'est toujours difficile de définir une espèce de. Enfin, il y a rien de linéaire dans un conflit, évidemment. On voit bien que la première étape, qui a été entre février 2022 et novembre 2022, c'était une espèce de claque incroyable que les Russes ont pris parce qu'ils n'étaient pas prêts, trop arrogants, pas de doctrine, enfin un truc vraiment ni fait ni à faire, comme on dit. Sachant que Poutine avait été rassuré par 2 événements. Le premier, ça avait été la guerre en Syrie en 2015, où les unités russes avec les unités syriennes et également avec les Américains et avec les Turcs, très concrètement, avaient pris Palmyre, etc. Donc il avait été rassuré par le côté opérationnel d'une partie de son armée, parce que c'était comme déjà Wagner qui était en piste avec l'armée russe. Et puis l'événement précédent, ça avait été 2014, la conquête la prise de contrôle du Donbass par les pro-russes interposés. Et puis on peut considérer que la guerre en Géorgie en 2008 avait été également un signal. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il était plutôt rassuré. Et donc cette première phase était vraiment catastrophique, puisqu'ils ont eu des pertes et ils se sont mal comportés. Bon, c'était on les claque. Et ça a donné un dynamisme incroyable aux Ukrainiens, qui ont démontré leur allant, leur énergie, leur envie de vaincre, etc. Mais ils ont fini par y croire. Et ce qu'ils n'ont pas vu, c'est qu'en fait, Poutine a injecté à partir de novembre 2022, mais un peu avant, octobre 2022, donc à la fin de la première année, a injecté, sous impulsion de Prigojine, a injecté Wagner comme une espèce de force de combat, puisqu'en fait il a demandé à Prigojine et donc à Wagner de reproduire le modèle qui avait été mis en place en Syrie en 2016 exactement. Et donc Prigojine l'a fait, et en fait Prigojine, avec la bataille de Soledar, donc un petit village qui est au nord de Bakhmout, qui a été pris en janvier 2023, plus la bataille de Bakhmout qui a été gagnée en mai 2023, en fait, c'était un élément qui est extrêmement important parce que ça a redonné le moral aux Russes. Ça a bloqué une partie de l'armée ukrainienne qui aurait dû manœuvrer et éviter de rentrer dans le piège et qui s'est fait consommer progressivement à Bakhmout avec des pertes incroyables. On parle de 20 000 morts du côté de Wagner, rien que pour la bataille de Bakhmout, ce qui est considérable. Et en fait, les Ukrainiens se sont fait consommer et ils ont relancé leur contre-attaque en juin 2023, donc un mois après. Et ce qu'ils n'ont pas vu, c'est qu'entre novembre 2022 et juin 2023, les Russes étaient installés à la défensive. Et donc là, c'est la deuxième grande phase, c'est l'échec de l'offensive ukrainienne, et qui aujourd'hui patine. Il ne s'est rien passé. Donc les Russes n'ont pas beaucoup évolué, parce qu'en fait, je pense que stratégiquement, ce qu'on appelle l'effet final recherché des Russes n'est pas de conquérir l'Ukraine, contrairement à ce qu'on peut entendre ça et là. Ils sont sur un modèle, eux, ce qu'ils veulent, c'est contrôler, entre guillemets, les marches de l'Empire, et eux, ce qu'ils veulent, c'est contrôler le Donbass, c'est contrôler la Crimée. Alors après, je ne connais pas la fin de l'histoire, bien évidemment, mais aujourd'hui, on en est là. Donc aujourd'hui, ce conflit s'est stabilisé, s'est bloqué, et les Ukrainiens, aujourd'hui, ils
cherchent à faire des choses. Et donc, on voit bien l'offensive de Koursk, où ils ont été dans la région de Koursk, au sud de la Russie, au mois d'août, mais qui, en fait, en pure perte, parce que je ne vois pas ce qu'ils y font. Il n'y a personne, il n'y a pas de grande ville. Ils n'ont pas pu rentrer à Koursk. Donc, en fait, voilà, ils vont s'étioler là. Donc, et puis, malheureusement, pour les Ukrainiens, ça a allongé leur chaîne logistique, et tout ça a allongé le front. Déjà, le front fait 1000 km, plus l'affaire de Koursk, ils prennent 300 km de plus, donc ils sont sur 1300 km. Donc en fait, ils sont étalés sur une zone, alors qu'en fait, ils auraient dû se concentrer, et c'est ça le cœur du sujet, c'est que les Ukrainiens n'ont pas intégré ce qu'on appelle les principes de la guerre de Foch. Il y a 3 principes de la guerre. Le premier, c'est l'économie des moyens. C'est pour ça que Poutine, il fait une opération militaire spéciale et pas la grande mobilisation. Il économise ses moyens, par les termes, évidemment, mais n'empêche que c'est la réalité. Aujourd'hui, vous n'avez pas de conscrits russes sur le front. Ce sont des gens sous contrat, qui payent d'ailleurs plutôt bien. Deuxième chose, c'est la concentration des moyens. Il faut concentrer les moyens. Ça, les Russes n'ont pas été très bons, mais les Ukrainiens non plus, c'est moins qu'on puisse dire, puisqu'à un moment de la contre-offensive en juin, ils attaquent sur 3 directions différentes. Il y en a bien 2 de trop, bien évidemment. Et puis, troisième point, c'est la liberté d'action. Et c'est vrai que les Ukrainiens sont comme d'infatigables, communicants, voire même un peu bavards. Et donc, en fait, le problème, c'est qu'en faisant ça, ils révèlent en permanence ce qu'ils sont en train de faire. Et donc, aujourd'hui, la situation, elle est globalement stabilisée. C'est comme ça que je vois les choses. Ceci étant dit, il y a quand même un petit delta positif, entre guillemets, pour les Russes, qui aujourd'hui pousse progressivement au centre du système, au centre du dispositif, dans le Donbass, en direction du Dniepr. Je ne connais pas la fin de l'histoire, bien évidemment, mais la machine russe s'est mise en route. Ils sont très concrètement dans un modèle économie de guerre, avec une croissance qu'on considère avoir, ils vont avoir une croissance en 2024, selon le FMI, de 3,2%. Donc ils sont plutôt confortables. Donc on voit un modèle russe qui se développe, puis un modèle ukrainien qui cherche des solutions. En termes d'intensité, de mortalité, parce qu'on est quand même sur un conflit qui, mine de rien, on entend souvent parler de 6-7 morts telle journée, 8-10 l'autre, mais au final, quand on additionne le tout, on est à 340 000 à peu près morts, d'après l'état-major américain, si je ne me trompe pas. À quel type de conflit historique cette guerre serait-elle la plus comparable, selon vous ? D'abord, les pertes, on n'en sait vraiment rien pour le coup. Les seuls qui ont émis un chiffre, c'était en fait le président Biden qui, en Normandie, je ne sais pas si vous vous rappelez, au moment des commémorations du 6 juin 2024, a lancé dans une interview, a lancé le chiffre de 350 000 morts et blessés de chaque côté. Ce qui veut dire qu'au mois de juin 2024, donc il y a quelques mois, on peut considérer qu'il y avait en gros 300 000 morts et blessés de chaque côté. Ce qui veut dire que quand vous savez que vous avez un mort pour 3 blessés, ça fait à peu près, cette guerre a produit, entre guillemets, ce qui est quand même énorme, globalement, en gros, par pays, en gros, de 10 000 morts par an et 50 000 blessés par an. On est loin des 1000 morts par jour, tels qu'ils ont été évoqués dans la presse. C'est des chiffres considérables, déjà. Donc on est sur un modèle qui est énorme. Deuxième chose, on a souvent comparé les modes d'action de l'armée russe et de l'armée ukrainienne aux modes d'action de la Première Guerre mondiale. C'est un fait. C'est vrai, il y a l'espèce d'usage de l'infanterie et puis également des blindés qui fait qu'il y a des pertes sont considérables, mais l'énorme différence qu'il y a, c'est la technologie. Le problème aujourd'hui, vous avez un champ de bataille qui est immense, dans lequel vous avez des fantassins qui fonctionnent comme avant, comme pendant la Première Guerre mondiale, malheureusement dans un contexte technologique extrêmement sophistiqué, avec des drones qui observent absolument tout, des moyens de communication capables d'interférer, de comprendre, de savoir tout ce qui se passe, etc. Donc cette espèce de, d'hyper technologie du champ de bataille provoque des pertes absolument énormes. On parle de bombes planantes, on parle de choses incroyables. Donc la destruction sur les hommes est énorme. Et les pertes aujourd'hui, elles sont liées à ça principalement. Cette espèce de confrontation entre l'homme, l'individu, le combattant lui-même, et la machine. Et on voit bien qu'aujourd'hui, on va vers une espèce de... Je considère que les guerres de demain, les guerres s'inscrivent à partir de la guerre en Ukraine, qui est vraiment un vrai champ d'expérience, une vraie expérimentation, comme la guerre d'Espagne a pu l'être avant la Deuxième Guerre mondiale, je ne sais pas si vous vous rappelez, où les Allemands ont expérimenté toute une série de process ou de procédures avec les Stuka, avec la théorie de Blitzkrieg, avec leurs blindés, etc. Aujourd'hui, on en est vraiment là. Et on voit qu'aujourd'hui, les guerres de demain vont se caractériser par l'hypervélocité, par la vitesse. Quand vous voyez les missiles qui font 20 000 km à l'heure, qui peut arrêter quelque chose qui fait 20 000 km à l'heure? Donc l'hypervélocité, l'hypertechnicité, évidemment la robotisation, et enfin le soldat augmenté. Le soldat augmenté qui va gérer lui-même un nombre de robots. Et c'est ça les guerres de demain.
Vous avez parlé tout à l'heure du Donbass. Qu'est-ce que ça représente le Donbass pour la Russie et pourquoi la Russie ne lâche-t-elle pas le Donbass? En fait, quelle issue on peut avoir aussi de ce conflit? Parce que si la Russie veut rester sur le Donbass, comment on peut dégeler la situation? Alors, il y a deux questions dans votre question. La première, c'est les raisons pour lesquelles, et après, comment on peut faire pour tenir. Dans la première partie, le problème, c'est que, vous savez, l'aspect tactique n'est pas très important, en fin de compte, dans le Donbass. C'est l'aspect politique fondamental. Et quel est le problème? Le problème, c'est Poutine lui-même, qui, en fait, est arrivé aux affaires en 2000 exactement, donc début 2000, il est arrivé fin 99, début 2000, Yeltsin lui confie les rênes du pouvoir, donc Poutine, c'est vraiment l'ancien du KGB, c'est entre guillemets ce que j'appelle le petit chose, il fait pas partie du club et tout, alors il rentre dans le système, sachant que Yeltsin s'était quand même débrouillé pour être plutôt ouvert en termes économiques, en termes politiques, il s'était plutôt bien connecté avec le monde, je dirais, qui l'entourait. La meilleure preuve, c'était l'intégration de la Russie dans le G7, puisque la Russie est devenue le 8e pays de ce club des pays les plus riches du monde, les plus influents du monde, et donc la Russie a rejoint le G7 à Denver, aux États-Unis, un grand G7, en mai 97. Donc c'était le grand moment, c'est vraiment l'entrée de la Russie. Poutine arrive 3 ans après. Lui, il dit voilà mes objectifs. Je vais créer. Alors bien sûr, la Russie a explosé littéralement, mais il crée encore une fois une espèce de sphère d'influence qui est l'ancienne URSS tout simplement. Donc lui, il pense fondamentalement qu'on va le stanker, d'autant que les gouvernants qu'il a autour de lui, Chirac le premier, le rassure sur les objectifs des Européens et des Américains en disant qu'il y aurait on va laisser faire ce qu'il veut, on est dans le cadre de la paix, les dividendes de la paix, etc., etc. Et en fait, Poutine réalise que progressivement, que autant les Européens étaient avec Chirac et même avec les Allemands étaient plus sur un modèle neutre, sur un modèle d'équilibre, autant ils réalisent progressivement que les Américains, eux, sont sur un modèle plutôt en expansion. Et là, c'est le grand discours d'abord de 2007, où en 2007, à Munich, Poutine, c'est la première fois que Poutine réagit, en fait, et là, il dit très concrètement qu'il comprend mal pourquoi le monde unipolaire tel qu'il était vu par les Américains, pourquoi ce monde était imposé à la Russie, qui, elle, c'est une grande nation, etc., etc. Et là, à partir de 2007, là, il y a vraiment une crispation qui se met en place, et à partir de 2007, Poutine arrête de jouer. Alors nous, on l'a pas vu, parce qu'il y avait une espèce de montée en puissance, puisque tous les pays d'Europe de l'Est, etc., rejoignaient progressivement et l'OTAN en 99. Hein. La Pologne et la Hongrie rejoignent l'OTAN en 99. Donc ils n'ont pas attendu très très longtemps, vous voyez ce que je veux dire. Après l'Union européenne, donc tous les pays d'Europe de l'Est, en fait, basculent progressivement vers l'Union européenne et vers l'OTAN. Donc après, il reste le précaré russe, entre guillemets, c'est tant est que ce soit un précaré, sachant que l'Ukraine et la Géorgie sont indépendants, eux, depuis 91, puisqu'il y a eu des votes, il y a eu des référendums qui ont fait que ces pays ont eu le choix, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Mais le problème, c'est comme la sphère d'influence des Russes, et c'est vrai que je pense que les Américains ont été un peu rapides sur le sujet, et en fait, ça a crispé Poutine, qui a mis en place, à partir de 2007, qui a mis en place une vraie politique pour contrecarrer, comment dire, les objectifs occidentaux et américains principalement, en bloquant. Donc, il envahit une partie de la Géorgie en 2008, donc il conquiert une partie du pays, l'Abkhazie, etc. Donc c'est quand même 20% de la Géorgie est aujourd'hui sous contrôle, et vous avez vu les élections il y a quelques jours, avec l'influence russe est extrêmement forte, et l'Ukraine, c'est l'ultima ratio, parce que sans l'Ukraine, il manque un morceau à la Russie, très concrètement. En tout cas, c'est comme ça que les Russes voient les choses. Et donc là, à partir du moment où 2014, où à Maïdan, quand vous voyez les événements de Maïdan, et que Poutine réalise que les Américains sont extrêmement présents, extrêmement actifs pour très concrètement, officiellement, d'intégrer l'Ukraine dans l'OTAN, évidemment dans l'Union européenne, mais en tout cas là dans l'OTAN, c'était l'ultima ratio. Et à partir de là, Poutine décide extrêmement rapidement de contrôler tout ou partie de l'Ukraine. Alors, s'il avait réussi son opération en février 2022, donc il y a 3 ans, il aurait pu conquérir l'Ukraine et faire un peu ce qu'il a fait en Géorgie, reculer sur le Dniepr, etc., trouver une espèce de créer un État satellite. Ça n'a pas fonctionné pour toute une série de raisons, liées principalement à la force des Ukrainiens. Mais aujourd'hui, très concrètement, on voit bien qu'il est en train de se constituer une espèce de glacis protecteur, entre guillemets, c'est-à-dire en bloquant évidemment
Donbass, qui est quand même une région industrielle extrêmement, je dirais, relativement riche, relativement active, etc. Et puis la Crimée, qui au-delà de l'aspect, je dirais, géographique, un aspect symbolique. Et sachant que la bataille de Mariupol, qui a été gagnée quelques mois, donc fin 2023, qui a été conquis par les Russes, leur permet d'établir une espèce de continuité géographique entre la Crimée et le continent. Donc aujourd'hui, vous avez une Russie qui a plutôt bien manœuvré, entre guillemets. Encore une fois, je dis pas, quand je parle pas de bien et de mal, hein, je parle de résultats, de tactiques, j'analyse tout simplement. Mais on voit qu'avec la Crimée, Mariupol, la bande côtière, ils contrôlent la mer d'Azov, et évidemment, vers le nord, en direction du Donbass. Donc en fait, il s'est créé un glacis protecteur. Et aujourd'hui, je pense que c'est ça l'objectif des Russes, c'est de pas aller plus loin, et de créer à moyen terme, en tout cas, mais virtuellement, de créer une espèce de ligne de front, un peu Corée du Nord, Corée du Sud, et donc de créer une espèce de ligne de front chaude. On va aller vers là, je pense. Hein. On voit bien qu'aujourd'hui, les Ukrainiens ont une tendance, je dirais, à la négociation, même si les propositions de Zelensky sont pas très raisonnables. Hein. Son plan de la victoire, c'est juste une lettre écrite au Père Noël, donc ça n'a aucune chance que ça fonctionne. Mais on voit bien qu'il y a déjà, dans les mentalités ukrainiennes et russes, il y a la possibilité d'une négociation, et qui se ferait à partir de ce front chaud. À partir de là, j'imagine que ça va s'immobiliser, donc ça va bloquer, malheureusement, la Russie, le monde euro-asiatique en train de se mettre en place, d'où le sommet des BRICS il y a une dizaine de jours, où l'influence des Russes est manifeste, puisqu'en fin de compte, on a beau dire oui, ça a marché. Qui se tenait d'ailleurs en Russie. Oui, en plus à Kazan, évidemment, donc c'était symbolique. En plus, vous avez Guterres, le patron le secrétaire général des Nations Unies, qui était serré à la main de Poutine. Donc c'était une forme de reconnaissance, sachant que quelques jours après, Zelensky a refusé de recevoir Guterres. Donc on voit bien que les choses se mettent en place, mais malheureusement pour nous, Européens, ça se met en place, mais les Russes nous tournent le dos. On n'a plus la Russie ouverte d'avant 2022, on pouvait faire des choses, etc. Là, c'est fini. Donc on voit bien que l'Europe, aujourd'hui, malheureusement, elle est coincée entre le monde américain qui a ses propres logique et ce monde euro-asiatique créé par la Russie. On se trouve un petit peu enquisté, coincé entre deux événements, sachant que la Russie, elle est puissante parce qu'elle a une profondeur stratégique démographique, industrielle et géographique, alors que nous sommes, nous Européens, la profondeur stratégique des Ukrainiens. Et ça, on le perçoit au fur et à mesure. On s'est dit, mais c'est un piège. Et malheureusement, on est enquisté dans un système, et dans une logique. Je vois pas comment on va pouvoir y échapper. Notre croissance, elle fait même pas 1%. Celle des Russes, c'est 3,2%. Alors, on peut prévoir des drames inimaginables en Russie dans les années qui viennent. Que je sache, la réalité, si vous voulez, c'est le chiffre du FMI. La réalité fait qu'aujourd'hui, vous avez une Russie dynamique qui politiquement se retourne vers le monde asiatique, quelles qu'en soient les raisons au passage, hein, bien évidemment. Mais on voit bien qu'il y a une vraie logique, des pays de ce qu'on appelle le Sud global contre un Occident collectif constitué des pays occidentaux, principalement les Américains de l'Europe. Comment vous expliquez la fascination ou le rejet, d'ailleurs, quand je parle de fascination, ça peut être le rejet total qu'ont les Occidentaux vis-à-vis de Vladimir Poutine? Je dirais, le problème, c'est que c'est toujours la même chose, c'est que c'est amour-haine. La relation de la France avec la Russie est très ancienne, elle est historique, et c'est vrai qu'il y a toujours eu un atavisme, une orientation, il y a toujours eu un désir de Russie. Moi, je me rappelle très bien, j'ai travaillé avec Jacques Chirac pendant quelques années, je l'ai vu réouvrir, je l'ai vu dans la Dacha Yeltsin, il adorait Yeltsin, il adorait, bon bref, Chirac représentait dans les années, je dirais, de son pouvoir, les années 2000, représentait cette espèce de nécessité pour la France. Alors je dirais pas de créer une alliance de contournement avec l'Allemagne, c'était ça l'idée originale, je sais pas si vous vous rappelez du début du siècle précédent, on n'en est pas là, mais il est resté une espèce de filiation, de relations historiques qui fait qu'il y a une partie des Français considèrent que les Russes d'abord sont européens, rappelez-vous le général de Gaulle, hein, l'Europe de l'Atlantique à l'Oural, donc il y avait cette vraie logique là, et donc ça c'était un point extrêmement important, donc il y a une attirance. La deuxième chose qui est très puissante aujourd'hui et qui émane de la Russie, c'est le discours sur les valeurs. Alors on n'en a pas parlé, mais c'est vrai que c'est un véritable point de différenciation. Poutine a trouvé un axe de communication qui est mortel pour nous Européens. C'est qu'en fait, en émettant un discours sur les valeurs, la Russie en devenant le navire amiral des valeurs traditionnelles, de la famille anti-LGBT, etc., en faisant ça, il s'est garanti non seulement une adhésion globale du Sud global, qui, moi je voyage beaucoup en Afrique, dans les pays musulmans, c'est 100%
100% pour le discours de Poutine. Il est hors de question d'être contaminé, entre guillemets, par le discours européen, le discours woke, tout ça, ça ne les concerne pas. Et puis deux, en Europe et en France particulièrement, une partie de nos opinions publiques adhère évidemment à ce discours sur les valeurs, qui n'est pas un discours politique, c'est un discours sociologique. Et j'ai souvent aujourd'hui le clivage qui se met en place aujourd'hui à partir de ce front chaud que j'évoquais tout à l'heure, ce clivage entre ce Sud global, les pays des BRICS, encore une fois sans unité, mais qui n'a que pour seule vocation que d'avoir une stratégie, je dirais, et pas anti-occidentale, mais a-occidentale, vous voyez, c'est pas en contre, mais laissez-nous tranquilles. Et nous, de l'autre côté, on a cette espèce d'Occident collectif, comme là nous appelle Poutine, qui est une espèce de monde un petit peu dégénéré, c'est ce qu'exprime Poutine. Et dans les pays du Sud global, c'est perçu fort et clair. Oui, c'est comme ça que c'est. Et restez chez vous, on veut pas de vous. Et en Europe, vous avez évidemment un public que je considère au moins 50% de la population, 49,9%, puisque aujourd'hui il y a une majorité qui vote en faveur de tout les LGBT, mariage pour tous, etc. Mais vous avez quand même beaucoup de gens en Europe qui considèrent que le message de Poutine est un bon message. Et donc, comment on fait? Donc, on voit bien qu'aujourd'hui, Poutine a réussi son opération, c'est d'émettre un message de sérieux, un message qui rassure, encore une fois, une partie des opinions publiques occidentales. Il rassure, mais d'un autre côté, il brandit la menace nucléaire. Je ne suis pas intimement persuadé que ça rassure Alors, c'est pas la même. Parce que là, à l'origine, le clivage qu'il y avait entre l'Est et l'Ouest, c'est un clivage idéologique. Là, c'est un clivage qui est sociologique. On n'est pas sur un modèle militaire. Aujourd'hui, c'est de dire la Russie est un pays normal dans lequel les valeurs sont chez nous. Moi, quand je suis en Afrique, c'est ce qu'on me dit. Pourquoi on m'explique que dans les pays africains, on m'explique parce que des fois, je dis, mais comment ça se fait que les Russes ont réussi à revenir en Afrique de façon aussi rapide, aussi efficace, et puis dans tous les rouages des États, etc. Parce qu'on a confiance en eux, le discours est clair, vous n'êtes pas clair dans votre discours, c'est ça que les mettent les Africains, c'est incroyable. Et dans les pays musulmans, évidemment, moi je vais dans toute la bande sahélienne, c'est un message fort et clair, évidemment, on en voit le résultat aujourd'hui. Donc c'est un message qui est reçu de façon extrêmement forte. Maintenant, le message nucléaire, c'est un autre message. C'est un message qui est adressé à qui? Aux Américains. C'est que Poutine, dans une stratégie de rééquilibrage, il se rééquilibre, je dirais, militairement avec l'Ukraine. Ça, c'est le court terme, c'est le tactique pour faire court. Mais dans sa stratégie, il a deux niveaux. Il a un discours politique qu'il a envoyé sur l'Europe avec le discours sur les valeurs. Et surtout, il y a un discours nucléaire qui est destiné à communiquer, non pas avec nous, mais discuter avec les Américains. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il recrée dans ce dialogue nucléaire dans lequel il avait perdu du poids à cause de la chute du mur, etc., etc. Donc, il a perdu du poids. Donc, il se rééquilibre et il rétablit le dialogue avec lui. Rappelez-vous, il a été à Hanoï au mois de juin 2024. Dans son discours, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il va recréer, c'est incroyable, il va recréer, parce que vous savez que de l'armement nucléaire tactique, vous avez entre 0 et 500 km, c'est l'armement nucléaire tactique, destiné théoriquement à tirer sur des unités militaires. Premier point. De l'autre côté, vous avez un armement stratégique, c'est entre 5000 km et la stratégie, donc 10 000, 15 000, autant que faire se peut. Aujourd'hui, on considère que le Sarmat russe peut tirer à 20 000 km. Bon, je fin de la parenthèse, ça n'a pas été prouvé. Mais en tout cas, c'est ça le discours commercial des Russes. Mais entre les deux, il y a eu les accords FNI qui ont supprimé ce qu'on appelle les missiles intermédiaires. Rappelez-vous la crise des euromissiles avec Mitterrand dans les années 90. Donc à l'époque, il y avait les Pershing américains, il y avait les SS-20 russes. Ça a été supprimé. Donc vous avez un creux. Que fait Poutine lorsqu'il va à Hanoï en juin 2024? Il exprime très concrètement dans ce discours, au-delà du fait qu'il signe des accords de défense pour la 20e fois avec les Vietnamiens, donc dans une zone qui est une zone pro-occidentale. Honnêtement, l'ASEAN, le Vietnam, c'est des pays qui sont pro-occidentaux d'une façon générale. Donc il re-signe des accords avec les Vietnamiens, et dans son discours final, il exprime très concrètement le fait qu'il va reconstruire des missiles, comment dire, à portée intermédiaire. Ce qui veut dire, message adressé directement aux Américains, qui de temps en temps disent aux Polonais, on va vous mettre des missiles chez vous. Tout ça, c'est un jeu politique. Vous savez, le nucléaire n'est pas une arme. Le nucléaire, ça fait partie c'est une arme politique, mais c'est pas une arme tactique. Parce qu'utiliser l'arme nucléaire, c'est impensable. Même si les Américains ont cru en 2022, discours de Biden début 2023, où il a clairement dit que, éventuellement, les Russes envisageaient d'utiliser l'armement nucléaire tactique, mais ils l'ont pas fait parce qu'ils ont été bloqués par les Chinois. Et les Occidentaux, est-ce qu'ils n'ont pas été aussi d'une grande naïveté vis-à-vis de la Russie, ou pire, d'une condescendance
vis-à-vis de Vladimir Poutine. Je pense notamment à l'entrée en Ukraine. La CIA avait émis des signaux d'alerte, vous le rappelez. La France, l'Allemagne ou même l'Ukraine. Même l'Ukraine ne l'ont pas prise au sérieux. Donc finalement, est-ce qu'on a considéré le danger de Vladimir Poutine à la hauteur de ce qu'il était réellement ? Alors vous savez que les Européens ont toujours besoin d'être rassurés. C'est un peu notre problème, parce que nous, on n'imagine plus la guerre, sachant qu'on a affaire avec Poutine à un personnage un des plus grands pays au monde, quel que soit ce qu'on peut penser, bien évidemment, mais qui, lui, a intégré la mécanique guerrière comme une solution politique. Concrètement, c'est le seul gouvernant au monde qui dit « je peux faire la guerre ». C'est impensable. Alors les petits pays pouvaient avoir cette idée-là, mais l'impact mondial était beaucoup plus faible. Poutine, c'est comme la Russie, c'est pas rien, avec des connexions phénoménales, avec la Chine, avec un système d'alliance extrêmement puissant. Donc lui, il a intégré, encore une fois, la guerre comme un modèle de société. Ça fait partie de mon dernier chapitre, c'est comme ça, il voit les choses. La guerre fait partie de sa logique. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que la CIA était quand même largement, je dirais, elle avait perdu beaucoup de sa crédibilité à travers plusieurs événements, mais le premier événement, c'était la guerre en Irak, où là, c'était pas très brillant, et le deuxième, surtout, le départ de Kaboul, rappelez-vous, en août 2020, où là, en 2021, c'était un peu la panique, et donc la CIA n'avait pas du tout envisagé le fait que les talibans pouvaient revenir en 24 heures. Sachant qu'ils étaient depuis plusieurs années en dépensant des milliards de dollars. Donc, si vous voulez, c'était un échec incroyable. Donc, c'est vrai que, malheureusement pour nous, occidentaux, entre guillemets, le message envoyé par la CIA, aux occidentaux, donc dans le cadre de l'Alliance, dans le cadre de l'OTAN, etc., on les a pas crus. Et comme vous dites, fort justement, les Allemands, les Français et les Ukrainiens n'ont pas cru. Les seuls qui ont cru sont les pays baltes, les Polonais et les Anglais, qui ont poussé là-haut. D'où d'ailleurs la relation que Johnson a mis en place avec Zelensky, en le poussant à faire la guerre contre les Russes et à ne pas céder aux sirènes éventuellement d'une négociation. Rappelez-vous, là on est entre janvier, mars, avril 2022, donc il se passe des choses et les Anglais sont extrêmement moteurs dans la réticence et dans la crispation des Ukrainiens. Donc effectivement, on les a pas crus et on aurait dû les croire pour le coup. Et Vladimir Poutine, vous dites qu'il se nourrit de deux frustrations principales. La première, c'est la fin de l'URSS. Et la deuxième, c'est celle de ne pas avoir été reconnu à ses débuts. Donc ça m'intéresse, parce que c'est vrai que vous en parlez avec Jacques Chirac, la relation qu'il nourrit avec Jacques Chirac est assez unique finalement à l'époque par rapport à ses autres homologues internationaux. Est-ce que pour vous, c'est suffisant pour justifier son parcours individuel ? Alors, non, c'est pas suffisant, c'est pas possible, c'est beaucoup trop simple, évidemment, parce qu'on voit bien qu'il y a un critère collectif qui est la chute du mur, pour lequel il pouvait pas grand-chose. Et la deuxième chose, évidemment, c'est son parcours individuel, c'est son ressenti. Donc tout ça, ce sont des perceptions. Mais quand on regarde bien, très concrètement, on voit que quand Poutine arrive aux affaires, il a 47 ans, il est très jeune. C'est quoi son problème ? C'est que 10 ans avant, il avait 37 ans, il était à Dresde. Et à Dresde, il a vu son monde s'effondrer. Lui, il était nourri du KGB, il était nourri aux thèses, je dirais, marxiste, staliniste, tout ce qu'on stalinienne, etc., tout ce qu'on voudra. Donc c'était sa vie. Et d'un coup, son monde s'effondre. Mais s'effondre pas seulement. Il s'effondre très concrètement. En fait, tout ce en quoi il avait cru disparaît. Et non seulement ça, mais la fin de l'URSS, c'était un carnage. C'est un carnage en termes d'image, en termes de, je sais pas. C'est pour ça que j'appelle ce film Lord of War, parce que c'est le film. On vend ses armes, on vend tout. Il y a plus d'honneur. Enfin, on est dans le business. Enfin, c'est un truc lamentable. Et Poutine, alors même si c'est devenu un businessman, mais à cette époque-là, il est encore un peu raide. Il a le ventre plat. C'est un combattant, c'est un guerrier, le gars. Il est à Dresde, et il voit ce monde s'effondrer, donc il est humilié par ça. Et l'impact de cet écroulement quelque part, le touche fondamentalement. D'autant qu'il le dit en 2005. Il y a un grand discours où il dit la plus grande catastrophe géopolitique du siècle a été la fin de l'URSS. Donc il l'a perçu comme ça, comme une espèce de formidable injustice. Et rappelez-vous l'interview qu'il a fait en février 2014 avec Tucker Carlson, je ne sais pas si ça vous parle, au Kremlin, où là, donc ça dure longtemps, ça dure moins. Oui, c'est le grand truc de cette année. Et il explique très très bien les raisons pour lesquelles il va au bout du processus. Il commence effectivement à la création de la Russie. Bon, ça, il fait vraiment un cours d'histoire très très stalinien, et puis il termine quand même sur la chute du mur. C'est la fin de son sujet. Et concrètement, il dit: je comprends ce qui s'est passé.
Et très concrètement, je ne comprends pas ce qui s'est passé. Et deux, on a été trahis à l'époque par les dirigeants, dirigeants encore soviétiques, entre autres Gorbatchev. Et donc, il y a une vraie accusation de ça. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en disant ça, il s'est démarqué de cette logique qu'il ne comprend pas. Et non seulement ça, mais il réalise, et ça, il l'a dit à différentes reprises, que le peuple russe, de façon générale, n'a pas compris cette espèce de dégénérescence, espèce de chute. Et donc, en fait, qu'a fait Poutine? Il a fait coller en 2000, quand il est arrivé aux affaires, il a fait coller cette espèce de perception avec la perception qu'avait le peuple russe. Donc, il a répondu à la question. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a remis la religion dedans. Et donc, il s'est débarrassé de certaines scories. Il a remis la religion dedans. Il a jeunesse, etc., etc. Donc, il a recréé une dynamique. Ça, c'est la partie numéro 1. Ça aurait pu fonctionner. Pourquoi? Parce qu'il aurait pu rester sur un modèle de reconstruction d'un pays. C'était ça qu'on lui demandait. Le problème, c'est que sa relation aux autres est une relation extrêmement compliquée. Il est raide, il est très ambitieux, il est né en 1952, donc il est sur un modèle très, très rigide. En Asie, il est du signe du dragon, donc il n'existe pas. Donc c'est un homme qui se crée en permanence, et donc il s'est créé un personnage, et ce personnage, il voulait qu'il soit reconnu par les autres. Et le seul qu'il a vraiment reconnu, c'est Jacques Chirac, qui lui a pris la suite après Yeltsin, quand Yeltsin est parti. Mais il a compris la logique de Poutine et a adhéré, en tout cas a essayé de l'aider, de l'accompagner, etc. Et Chirac savait très bien que la pression américaine était extrêmement importante, et que cette pression américaine visant à aller le plus loin possible, en tout cas à faire intégrer une grande partie des pays qui étaient dans de la zone d'influence de la Russie au sein de l'OTAN. Il a compris que les Américains ne s'arrêteraient pas, en Ukraine principalement, donc il a toujours essayé de compenser. Et ça, Poutine a essayé de l'expliquer, il comprenait pas. Il dit, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de me faire? Et c'est ça le discours de Poutine. Et cette humiliation récurrente, qu'il a senti vraiment comme une humiliation, il a fini par réagir et s'autonomiser. Et rappelez-vous, quand il est devenu Premier ministre, à l'époque, quand Medvedev a été président, donc Poutine est revenu donc aux affaires au bout de 5 ans. Il est revenu en 2012 au moment de François Hollande. Donc ils sont revenus quasiment en même temps. Pendant les 5 ans où il était Premier ministre, qu'a fait Poutine? Il a travaillé que sur l'Asie. C'est que sur l'Asie, l'OCS, l'organisation de la coopération de Shanghai, les relations avec la Chine, etc., etc. Il a travaillé le sujet. Donc en fait, tout ce qui arrive aujourd'hui, c'était très préparé. Il n'y a pas de spontanéité. C'est une logique. La Russie est un grand pays, un État très important, donc centré au cœur du monde quelque part. Donc quand vous dites géographique, on voit la taille du pays, plus grand pays au monde en termes de géographie. Donc il travaille le sujet. Donc il n'y a pas de hasard aujourd'hui à l'influence russe, et qui s'appuie encore une fois sur cette frustration qui est liée à la fin de son monde. Où là, il n'a pas compris, qu'est-ce qui se passe? On a été trahi, premier point. Et puis le deuxième point, on ne me reconnaît pas, moi, Poutine, président des plus grands pays au monde, comme un interlocuteur valable, puisque les Américains, les Occidentaux, me montrent des petites histoires sur l'Ukraine, sur la Géorgie, je ne suis pas d'accord. Et à partir de 2008, quand il envahit la Géorgie, c'est un signe extrêmement fort, comme quoi on arrête de jouer. Et rappelez-vous, là, depuis plusieurs mois, regardez le nombre de fois où Poutine a rencontré Xi Jinping, le président chinois. Et chaque fois, quand les journalistes captent avec leur caméra, ils captent des discussions, je dirais, off, comme on dit, entre les deux personnages. C'est des relations extrêmement amicales, fraternelles. Alors nous, en Europe, on dit, ouais, ça durera pas. D'abord, on n'en sait rien. Mais deux, moi, ce que je vois, c'est qu'aujourd'hui, il y a une espèce de consistance extrêmement forte, si vous voulez, entre la politique russe, en tout cas le personnage russe, et la politique chinoise, en tout cas le personnage chinois. Et pourquoi? Parce que la Chine prépare la guerre de demain, que les Américains vont pas s'arrêter et que le futur conflit aura lieu en mer de Chine ou autour de Taïwan, par la force des choses. Et ça, on s'inscrit dans une logique géostratégique extrêmement puissante, dans lequel, et je veux juste terminer cette phrase par ça, qui est fondamentale, c'est que l'élément géopolitique et géostratégique majeur de ce début du XXIe siècle, c'est la relation entre Pékin et Moscou. C'est le fait que ces deux pays se soient alliés d'une façon ou d'une autre, et de façon extrêmement puissante, extrêmement récurrente, extrêmement visible. Et ça, c'est un grand changement géopolitique. Je pense que personne n'avait pu le prévoir et qui aujourd'hui est en cours. Et c'est ici explique pourquoi aujourd'hui les Russes sont relativement confortables dans leur opération en Ukraine ou dans leurs opérations, je dirais, anti-occidentales. Alors on va parler d'un autre continent parce que vous consacrez une partie de votre livre non négligeable à l'Afrique. Et c'est une partie très intéressante, notamment sur ce qu'elle raconte de la France. Donc je voudrais vraiment qu'on en parle. Parce que en vous lisant, je me suis demandé si la France était en train de perdre l'Afrique et si elle le perdait à cause de son arrogance. C'est un petit peu l'impression que ça donne. Donc moi, je voulais savoir comment nous sommes perçus là-bas et est-ce que c'est justifié? Vous savez,
le problème des Français, il y a 3 grands chocs qu'ils n'ont pas vus. Enfin, la France en tant que telle, évidemment. Sachant qu'on a une relation avec l'Afrique qui est extrêmement ancienne et qui a été revisitée dans les années 60, au moment des indépendances, où là, on a remis en place une coopération ou des relations bilatérales, si vous voulez, entre nous et l'Afrique. Donc, on a un modèle qui date des années 60 et malheureusement, le critère numéro 1, c'est qu'on s'est embourgeoisé dans cette relation. On n'a pas vu que l'Afrique évoluait, que l'Afrique se transformait, que l'Afrique subissait des influences, etc. On a resté sur un modèle assez paternaliste, dans lequel, si vous voulez, qui était fondé globalement sur les accords de défense, les accords de coopération, mais avec un modèle assez militarisé, très concrètement. Donc on a amené la sécurité, et puis voilà, puis on travaillait avec eux, mais c'était très embourgeoisé. Moi, je connais bien le sujet, j'ai travaillé en Afrique, donc je connais bien le sujet, et on n'a pas vu le système évoluer. Et c'est vrai que là, dans le cadre politique, on n'a pas su le transformer, et on n'a pas su l'adapter. Pourquoi? Parce qu'il y a 3 grands signes qu'on n'a pas vus. Ça, c'est majeur. Enfin, il y a 3 grands chocs aujourd'hui qui percutent la politique de la France en Afrique. Le premier grand choc, c'est l'exigence de souveraineté des États africains, chaque État africain, et de la jeunesse africaine qui n'a pas connu la colonisation, mais qu'aujourd'hui, si vous voulez, considère que sa souveraineté, elle n'est pas négociable. D'où les élections au Sénégal il y a quelques mois qui démontrent à l'évidence qu'ils vont se détacher, en tout cas, il va y avoir un relâchement de leurs relations franco-sénégalaises, etc., etc. Les coups d'État, etc. On voit bien qu'il s'est passé plein de choses. Donc, une exigence de souveraineté, donc la mise en place d'une génération de dirigeants, quelles qu'en soient les modalités, beaucoup plus jeunes, beaucoup plus raides par rapport à la puissance colonisatrice. Ça, c'est le premier point. Il y a eu un deuxième impact dans ce premier point, qui est que cette exigence de souveraineté a fait qu'on n'a pas vu, nous Français, on n'a pas vu cette espèce de détachement, de désamour ou de désinfluence qu'on avait en Afrique. Moi, je considère que ça a commencé en 2007, au moment du discours de Dakar de Sarkozy, qui était un discours catastrophique, ou qu'il fallait pas faire, où là, très concrètement, Sarkozy lit un discours qui est ni fait ni à faire. L'homme africain qui n'est pas rentré dans l'histoire. Exactement. Enfin, un truc incroyable. Quand on le relit, il y a des tonnes de thèses en Afrique écrites là-dessus au passage. Hein. C'était vraiment un moment incroyable. Deuxième grand moment, ce deuxième impact, c'est la guerre en Libye, qui était également une catastrophe, toujours à l'époque de Sarkozy. C'est le fait d'avoir la guerre en Libye, si vous voulez, elle démontre plein de choses. Elle démontre d'abord, on va dans une zone qui n'est pas la nôtre, on entraîne l'OTAN, ça humilie tout le monde, les Russes au passage, puisque rappelez-vous, la résolution des Nations Unies n'allait pas jusqu'où on a été, etc. Bon, cette guerre était ni fait ni à faire, on l'a faite. Et malheureusement, c'est l'ultima ratio. Moi, j'ai eu l'occasion d'en parler avec le président Idriss Déby au Tchad, et de façon extrêmement directe, il m'a dit qu'il ne comprenait pas les Français. Il m'a dit, vous commencez à faire un truc, et vous finissez pas le boulot. Très concrètement, on a laissé se répandre dans le Sahel, des mercenaires, de l'armement, bon, je ne vais pas dans le détail, etc., mais toute la désagrégation, en tout cas, la montée du terrorisme à partir des années 2010, 2011, 2012, déjà avec l'impact évidemment qui venait d'Algérie, rappelons-nous, donc il y avait une espèce de zone totalement déstabilisée. À partir de 2011 et la guerre en Libye, cette espèce de monde extrêmement dangereux se connecte, si vous voulez, entre les Touaregs qui arrivent surarmés, qui arrivent de Libye, ils se connectent avec le monde terroriste qui venait d'ailleurs d'Algérie, et donc ils créent les grands Al-Qaïda, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment notre création à nous. Et ça, il faut pas. Et l'Afrique le sait, et nous l'a reproché des centaines de fois. Et donc tout ça, ça a provoqué une espèce de désamour. Et en fait, aujourd'hui, les Africains disent qu'on a perdu la langue de l'Afrique. Les Français ont perdu la langue de l'Afrique. On ne sait plus parler aux Africains. On n'a plus la connaissance de l'Afrique. C'est vrai qu'on en parle bien à notre aise. Il n'y a qu'à voir le nombre de visites un peu rapides, d'expressions dans certains discours politiques, même au niveau du chef de l'État, du président Macron. Oui, vous racontez certains discours d'Emmanuel Macron ou de Le Drian, le prénom là. Les deux, c'est le sujet. Voilà. C'est en RDC, oui. En février. On sent bien la déconnexion. Puis en plus, c'est un discours lunaire. On ne se dispute pas avec un chef d'État devant les caméras. Enfin, moi, ça me paraît incroyable. Et quand le président Macron, il dit au président Tshisekedi, le président de la RDC, qui est un homme altier, vous voyez, un homme qui est très très grand. Macron n'est pas très très grand, en tout cas, il est plus petit. Et vous avez le Français qui dit à Tshisekedi qu'il n'est pas capable de contrôler son pays. Et qui lui dit ça parce que la France-Afrique, c'est fini. Donc, 2 erreurs. Il explique pas à un chef d'État qui ne gère pas son pays. Alors, le gars, il tombe de l'armoire. Et puis, il parle de France-Afrique.
Afrique. Alors qu'en fait, le problème, c'est que la RDC, c'était géré par les Belges, pas par les Français. Donc, si vous voulez, les Belges, la RDC comprend pas. Il dit, mais pourquoi il nous parle de ça? Et à partir de là, vous avez un discours qui est lunaire. C'était en février 2023 de mémoire. Bon, c'est lunaire. Donc, c'est vrai que ça, c'est des impacts extrêmement durs. Ou le fait en Afrique, quand vous y allez, il faut rester aux 24 heures. Vous avez vu la visite d'État au Maroc. Le président est resté deux jours et demi. Pourquoi? Parce que la durée, c'est pas énorme, 2 jours et demi, mais la durée induit le respect, la nécessité de discuter, etc., etc. Si vous restez une demi-journée ou une journée, ça suffit pas. Vous ce que je veux dire? Donc ça a créé le premier impact et le choc majeur, c'est le fait c'est que le monde africain, alors la rue africaine, mais les gouvernements africains sont détachés de nous, et puis nous, on continue de considérer que les officiers, eux, vivaient leur vie à l'école militaire, et puis que les civils allaient à la Sorbonne. Ça, c'était valable au milieu du siècle dernier. Mais ça a complètement changé. Aujourd'hui, la jeunesse africaine, elle voyage dans le monde entier, elle parle anglais, elle parle russe, elle parle tout ce que vous voulez. Premier point. C'est un point qui est central. Le deuxième point qui est très important, ce qu'on a vu, c'est le choc de l'Union européenne. Ah, ça, c'est une nouvelle. Je voudrais qu'on y aille, parce que c'est l'une des conséquences du traité de Lisbonne de 2007, Absolument. Dont vous parlez dans ce livre-là, qui nous intéresse forcément particulièrement à Front Populaire. Et vous expliquez justement les impacts qu'ont eu ce traité sur notre diplomatie, notre perte d'influence totale en Afrique. Avant, on donnait des camions, puis maintenant, on donne des gommes et des crayons. Notre influence, elle a baissé structurellement. Les partenaires africains avec lesquels je travaille, ils préfèrent discuter très sincèrement avec l'ambassadeur de l'Union européenne ou de la délégation de l'Union européenne dans les pays qu'avec l'ambassadeur de France. Poutine, c'est un bismarckien. Il va raisonner en termes de continent, en termes de rapport de force. Toute sa logique d'influence, elle est invisible. Moi, j'ai plein de camarades qui me disent « Oui, on va faire un Wagner français ». Mais c'est stupide. Cette troisième voie, elle est morte le jour où Sarkozy nous a fait revenir dans le commandement intégré de l'OTAN. Ça, c'est pas un coup de canif, c'est une rafale de Kalachnikov dans le contrat.